Tu te rappelles de la vieille blague, j'espère qu'elle ne serait pas censurée par YouTube, mais tu sais qu'il y avait une blague au RPR là-dessus. Quelle est la différence quand Sarkozy te tue et Chirac te tue? Quand Sarkozy te tue, il te blesse, il te rate. Quand Chirac te tue, il assiste à tes funérailles et il essaye de sauter ta veuve. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, l'entretien de rentrée avec notre camarade Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves. Salut Charles, ça va? Comment vas-tu? Ça va. Mieux que la France en tout cas. L'été s'est bien passé? Studieux surtout, à bosser. Quels sont les projets du cercle Aristote? Déjà une très grosse rentrée littéraire, parce que là on a un roman de Jérémy Berriot sur les questions identitaires, on a une grande réflexion philosophique sur la guerre à travers Thucydide, on a un ouvrage qui s'appelle Les émeutes de l'envie sur l'échec du multiculturalisme français. D'ailleurs, vous retrouverez beaucoup de ces auteurs sur Omerta et évidemment sur la chaîne du Cercle Aristote. Là, je vais quand même tenter de sortir près de 15 auteurs en 4 mois. Là. Où est-ce qu'on peut retrouver où est-ce qu'on peut se procurer ces ouvrages? Ils seront disponibles partout parce que maintenant on est bien distribué, donc ils seront disponibles partout. Mais si les gens veulent vraiment contribuer à nous aider à nous développer, c'est sur cerclearistote.fr où là, il n'y a pas de souci, les commandes, on leur envoie, pas de problème. Et une partie aussi de production audiovisuelle qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube. Les entretiens sont revenus. Là d'ailleurs, que je tourne grâce aux équipes d'Omerta, grâce à toi, je tourne ici. Les conférences du lundi, pour ceux qui... C'est tous les lundis à 10 rue Croix des Petits Champs ont repris. Le dernier grand entretien est sur la chaîne du Cercle. Et je vais essayer de préparer 2-3 surprises dans un sens toujours unitaire à travers les non-alignés, quoi. J'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse collectivement à se doter des instruments qui nous manquent, parce que je vois pas uniquement venir la vague répressive, je vois venir surtout ce que le pouvoir veut profondément, c'est-à-dire un très lent pourrissement. C'est-à-dire d'emporter la prochaine présidentielle, il est entièrement déployé pour, mais de rendre la fonction suffisamment liquide et boueuse pour que de toute façon, si cette élection était perdue, le système se survive de toute manière. Là, tu as à la fois un fait de volonté, et un fait simple, c'est que quand tu bousilles un pays pendant 40 ans, à un moment, tu es empêtré dans ta propre mélasse. Tu vois, c'est Bayrou qui n'arrive pas avec son budget. Or, le problème de budget est lié à la destruction de forces productives par l'euro, par l'européanisation, et qu'il a voulu Bayrou. Tu vois, de l'art de se prendre son propre boomerang dans la gueule. Donc voilà, tu vois, je pense que nous devons, avec d'autres amis, nous doter de certains instruments parce que ça va être long et puis il y a un vent mauvais sur la France, soyons clairs. Comment tu as interprété, toi, l'activité politique estivale, et en particulier cette décision de François Bayrou de demander un vote de confiance à l'Assemblée? Est-ce que tu penses que c'est un péché d'orgueil? Il a pensé qu'il pourrait y arriver? Ou alors, est-ce qu'il a décidé finalement de se décharger de la responsabilité de la dette et d'autres problématiques Alors il y a ça, mais surtout Bayrou, il vit sa meilleure vie. C'est-à-dire, ça y est, c'était la ligne de retraite qui lui manquait. Et maintenant, on est obligé de l'appeler Monsieur le Premier ministre à vie. C'est quand même génial. Enfin, pour un mec qui était en surcapacité intellectuelle à la mairie de Pau, c'est génial. Là, si tu veux, ça y est, Bayrou est arrivé au pinacle. Alors certes, il voulait l'Élysée, mais je pense quand même qu'à un moment, il y a péché d'orgueil, il y a psychiatrie. Donc je pense qu'il sait qu'il n'y arrivera pas. Enfin, faut pas oublier ce que c'est, Bayrou. Tu vois, sur les photos de Giscard, tu as une espèce de cartable qui marche tout seul. Bayrou, c'est celui qui tient le cartable qui marche tout seul. Mais il aurait pu continuer à gratter encore pendant 1 an et demi, c'était possible. Oui, ça c'est tout à fait possible, mais je pense qu'il veut redevenir l'homme des négociations de second tour, c'est-à-dire l'homme qui maximise à chaque second tour foireux
les 2-3% qu'il a en disant shekel au plus offrant. Je pense, c'est parce que c'est ça, Bayrou. Là, le problème, c'est que là, tu l'as mis à Matignon. Matignon, c'est une... Et encore, là, c'est un petit Matignon, vu que tu es plus souverain, donc il n'y a plus d'enjeu à Matignon. Mais même quand tu n'es plus souverain, Matignon, c'est du boulot. Et Bayrou, le boulot qu'il connaît le mieux, c'est le boulot des autres. Donc là, tu vois, il préfère retourner à ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire vendeur de tapis de l'entre-deux-tours. Tu vois, c'est ça qui l'intéresse. Tu vois, là, ça y est, il a goûté à la fonction, il a goûté aux privilèges de la fonction, ces privilèges, il les gardera à vie. Basta. Là, maintenant, il va pouvoir renégocier, être, si tu veux, comme tu n'as plus de poids sur la vraie politique avec un P majuscule, le seul poids que tu peux avoir, c'est dans les courses de petits chevaux de politiciens. Et bien là, Bayrou va retrouver son importance, c'est-à-dire il te manque 120 voix à trifouiller les cormeilles, coup de bol, j'en ai 130. Voilà, question à combien tu les estimes? Et ben voilà, Bayrou va retourner à son corps de métier, c'est-à-dire il y a des vendeurs de pantalons à une jambe, lui il est vendeur d'élections à 2 tours. Et il aurait pu utiliser le 49.3, il aurait pu se battre, etc. Il n'avait pas le mental. Je vais dire, n'importe qui te dira que si il avait été plus collant avec Marine Le Pen pendant l'été, il ne l'a pas pris au téléphone. Or, Marine Le Pen a réagi en partie parce qu'elle s'est sentie humiliée, alors qu'il suffisait de la caresser dans le sens du poil. Et pourquoi, à ton avis? Tout simplement parce que je pense que là, tu as le vrai Bayrou en face de toi, c'est-à-dire plein de morgue. Hein, c'est un mec à très mauvais fond, Bayrou. Hein, contrairement, le Bayrou a eu le même syndrome que Chirac. C'est-à-dire les gens n'ont pas eu pitié de Bayrou, ils ont eu pitié de sa marionnette dans les Guignols. Tout comme les gens n'ont pas trouvé Chirac sympa, ils ont trouvé sa marionnette des Guignols sympa. Le Bayrou, ce n'est pas le méheux avec sa mémère de Bagnères et de Bigorre. Non, pas du tout. Ce n'est pas le provincial un peu attardé que les Guignols ont donné. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a plus que mauvais fond. Et là, tu as le Bayrou réel en face de toi. Parce que tout simplement, je pense qu'il avait prévu de se débarrasser de Matignon. Tout simplement parce que, il veut encore faire un tour de piste, disons, depuis l'extérieur, pour négocier, comme je te l'ai dit, et aussi pour la ramener. Alors que là, il était face à un problème insoluble. Parce qu'à chaque fois qu'on l'interrogeait sur le budget, sur la dette, etc., tu l'interroges sur quelque chose qui est le résidu des choix de François Bayrou depuis qu'il a 25 ans. Et donc, la première chose qu'il te dit, c'est la faute aux Français, c'est pas la mienne. C'est un peu court, jeune homme. Ce qui est fou quand même, c'est qu'une grande partie du personnel politique, dont François Bayrou fait partie, puisqu'il est quand même, c'est un des... qui a un taux de longévité dans la classe politique actuelle le plus important en France. Il est là depuis 1974 au minimum. Ils se battent pour être parlementaires, ils se battent pour être Premier ministre. Il y a très peu d'élus et ils finalement, ils renoncent alors qu'on peut se dire qu'il s'est battu toute sa vie pour être Premier ministre. Bien sûr, le problème, c'est que c'est ce que Jean-François Probst, qui était un des hommes des bases œuvres de Chirac, appelait le niquisme. Je vous ai tous niqués. Il faut savoir que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, dans leur haine réciproque, ont un point commun. C'est que tu sais, quand tu es élu président de la République, c'est le président du Conseil constitutionnel qui cérémonialement doit venir t'annoncer les résultats. Eh bien, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont eu la même première phrase quand on leur donne les résultats. Je les ai niqués. Et là, tu vois, c'est le niquisme, ce qui est normal. Tu arrives à Matignon, il n'y a plus de souveraineté. Donc, résultat, tu arrives à Matignon, il n'y a plus de souveraineté, et tu es dans des gouvernements post-Sarkozy, c'est-à-dire où le Premier ministre a disparu, contrairement à la lettre de notre Constitution. Je rappelle que dans la Constitution, la politique du gouvernement est arrêtée et dirigée par le Premier ministre. Là, tu as un président qui n'en est plus un, qui devient une espèce de super VRP, ce qui est le cas de Macron, ce qui était le cas de Sarkozy, et avec l'émergence d'une espèce de tumeur cancéreuse qui s'appelle le secrétaire général de l'Élysée. Personnage qui, avant, n'était qu'un qui était le coordinateur des chefs d'administration centrale, ni plus ni moins. Tu vois, avec des hommes très illustres. Hein. Je crois que c'était Tricot sur le général de Gaulle, ça a vérifié, mais qui était avant tout le chef des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire le mec qui devait dire, voilà, le peuple a dit ça, le général a acté la décision populaire, maintenant vous obéissez. C'est tout. Or,
Ça a évité, tu sais, les petites camarillas administratives, dont d'ailleurs la fonction publique est aujourd'hui pleine, ce qui prouve que le secrétaire général de l'Élysée, on ne sait plus à quoi il sert. Mais il est devenu une fonction politique depuis Sarkozy. Donc il n'y a plus de Premier ministre. Donc tu n'as plus de Premier ministre. Tu es dans un État qui n'en est plus un, puisqu'il n'y a plus de souveraineté. Donc tu as deux choix. Faire de la com et se servir. Bon, se servir, tu l'as fait toute ta vie. Faire de la com, c'est fatigant, surtout quand tu n'as plus la santé, parce que ça se voit que Bayrou n'a plus la santé. Et donc à un moment, t'envoies balader. Tu les as tous niqués. Tu peux dire que toi, tu as été dans le siège. Parce qu'il ne reste plus que le siège. Tu vois, avant, Matignon, c'était une machine à broyer les hommes sous l'ergolienne. Parce que c'était un travail de fou. Michel Debré vivait dans son bureau. Tu vois, parce que là, c'est simple, hein, c'est 120 heures par semaine, il n'y a pas de dimanche. Aucun d'entre eux ne tiendrait ça. Aucun. C'est vrai qu'on se demande comment Bayrou a pu tenir, ou aurait pu tenir encore le rythme. Je veux dire, mais encore, la France existerait. Nous serions un État souverain, mais Bayrou n'aurait même pas voulu Matignon parce qu'il aurait été écrasé par le vrai Matignon. Là, ils ont du Canada Dry de Matignon et ils ne tiennent pas. Ouais. Je veux dire, je leur souhaite bien du plaisir pour entrer dans les baskets de Michel Debré. Je leur souhaite bien du plaisir. Si tu veux, là on verrait ce que sont... là, je les autoriserais à vieillir de manière exponentielle. Parce qu'il est vrai que quand tu as un vrai homme d'État en souveraineté, je suis désolé, un mec comme Xi Jinping ou comme Vladimir Poutine, à leurs âges, mérite d'être admiré. Parce qu'eux, ils ont le poids de l'histoire sur les épaules. Je prends quelqu'un que je ne goûtais pas nécessairement, mais qui a souffert de sa fonction, Barack Obama. Tu prends Barack Obama le premier jour, Barack Obama le dernier jour. Tu vois qu'il a vieilli. Oui. Il a pris dans la gueule. J'admire la condition physique d'un mec comme Donald Trump. Parce que quand tu es réellement souverain, faut voir. Moi, je me rappelle, parce que je l'ai étudié dans le cadre de Vladimir Poutine, j'ai pas une obsession pour Vladimir Poutine. Je dis ça pour Rudi Reichstadt, au cas où il serait sorti de son trou après que ses copains soient réjouis du pauvre, de l'assassinat du pauvre influenceur américain. C'est que je l'ai étudié sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine il a des rendez-vous qui sont minutés au quart d'heure et au demi-quart d'heure. C'est-à-dire, parfois, il a des rendez-vous de 7 minutes, où tout doit être fait. Enfin, si tu veux, c'est quand même un homme, il a plus de 60 ans. Enfin, si tu veux, c'est pas un perdreau de l'année. Quand tu vois l'état de Donald Trump, quand tu vois l'état de Modi, quand tu vois l'état de Xi Jinping, aux âges qui est leur, tu te dis, quel entretien quand même. Regarde les nôtres. Regarde les nôtres. C'est-à-dire, les nôtres sont payés pour faire de la com, et regarde l'état dans lequel ils sont. Oui, il n'y a pas de discipline, on le voit de toute façon. On se souvient de Bayrou qui essaie de sortir du Rafale, c'était quand même... Là, si tu veux, ça prouve qu'il faut toujours prévoir un peu de logistique, quoi. Donc, remarque, si on n'était pas arrivé à le sortir, je rappelle qu'il y a un système d'éjection de siège dans le Rafale. Mais au moins, ça nous aurait permis de rigoler un peu. Mais aurait-il marché? Non, mais ouais, tu me diras. Après, il y a pire. Hein, si on avait tenté d'y mettre l'archet. Mais tu te rends compte, tu vois, vous n'avez vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez la couronne et les apparats de la couronne. Et regardez ce que ça vous coûte. Vous n'êtes même pas capable d'y résister. Mais qu'est-ce que ce serait si vous aviez le pouvoir? Je vais te donner un exemple. L'un des plus beaux miracles de l'industrie française, c'était le Mirage 4. Le Mirage 4, avion livré avant la date et à moins cher. C'est pourquoi? Dans son emploi du temps monstrueux. Et pourtant, le général de Gaulle gérait des périodes de repos. Tu vois, les Américains disaient on ne le voit pas travailler. Non. Et il ne partait pas aux Maldives. Et lui, il ne partait pas aux Maldives. C'est pas que vous ne le voyez pas travailler, c'est qu'il ne vous laissait pas l'espionner. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il avait un représentant, qui était un marin, qui faisait l'aller-retour entre les chefs d'équipe ouvriers et lui. Et il réglait les détails techniques avec les ouvriers à distance. La portance de l'aile, etc. Les mecs étaient d'ailleurs surpris qu'un mec qui était un terrien, au sens militaire du terme, soit aussi féru. Enfin, faut voir ce que c'est la portance d'une aile. Hein. C'est des maths. Enfin, faut aimer ça. Tu te rends compte que dans l'emploi du temps du général de Gaulle, qui, je le rappelle, prend le pouvoir à 67 ans, tout de même, il avait tous les 15 jours, clac, clac, clac.
Alors t'imagines, la fierté des ouvriers, on règle directement ça avec le chef de l'État, nous. Et évidemment, travail bien rétribué, ouvrier d'exception, résultat d'exception. Classique. Est-ce que tu les vois faire ça aujourd'hui? La vraie souveraineté, c'est ça, c'est-à-dire de descendre dans le détail pour avoir la puissance. Eux, d'ailleurs, par leur désinvolture, ils te le prouvent. Je te rappelle le soir du Bataclan, avec qui François Hollande descend les marches de l'Élysée, son conseiller en communication. Tout est dit. Tout est dit. Et le pire, c'est qu'ils s'effondrent pendant ce temps-là. Comment tu veux ne pas avoir pitié d'eux? Comment tu veux te sentir commandé? Et comment veux-tu donc réagir et aliéner ta liberté au commandement quand tu as des gens qui te commandent comme ça, quand tu sais que personne ne leur obéit, et c'est normal. Tout le monde voit que ce ne sont que des figurants. Et par sa désinvolture, Bayrou nous a rappelé qu'il est, depuis 1974, un figurant. Voilà, c'est terrible, hein, c'est une ombre cinématographique, tu sais. Tu sais, c'est comme ces acteurs qu'on a vus partout et dont personne ne se rappelle le nom. Alors lui, il a renoncé. Macron aussi aurait pu renoncer. On a beaucoup parlé d'une possibilité de démission ou d'une possibilité de dissolution. En fait, comment tu expliques que Macron, lui, alors qu'il est, je crois, au plus bas dans les sondages, qui ne fait quasiment plus de déplacements publics, qu'il est concentré uniquement sur les affaires internationales, pourquoi est-ce que lui ne renonce pas ou au moins ne dissout pas l'Assemblée pour essayer de retrouver une majorité? Alors, il ne veut pas de dissolution parce que je pense qu'il sait qu'il se dirigeait vers une nouvelle chambre ingouvernable. Parce que s'il était sûr, par exemple, d'avoir un Premier ministre RN, de pouvoir griller le RN avant les présidentielles, pourquoi pas? Mais c'est pas... Mais ça, ce serait s'il voulait sauver la machine à créer des Macron. Ce serait le meilleur service à rendre au système. Le problème, c'est que je pense qu'il est dans une stratégie de terre brûlée. Et là, il est en train de négocier son prochain poste. Parce que tant qu'il n'aura pas quelque chose de plus haut que ce peuple d'ingrats francaouis qu'il déteste, et puis après tout, il fait savoir aux eurocrates et aux mondialistes, j'ai été votre gouverneur pour la région France, vu ce que j'ai mis dans la tête des francaouis et combien ça vous a rapporté, je mérite quelque chose. Le problème, c'est que qu'Emmanuel Macron est en train de comprendre, parce que ni les otaniens et encore moins les eurocrates ne l'attendent, que la récompense de l'esclave, c'est l'augmentation du poids des chaînes. Donc, un esclave servile, tu le récompenses à coups de pied dans la gueule. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois dans la presse internationale mondialiste, alors que n'a-t-il pas fait pour ces gens-là? Et donc, ils ne lui offriront rien, il est en train de le comprendre, donc il doit rester sur son siège de gouverneur colonial aux 2 drapeaux bleus à étoile jaune pisse face à ce peuple qu'il déteste. Donc, résultat, il ne peut pas démissionner parce qu'il ne sait pas quoi faire, et de l'autre, il ne peut pas dissoudre parce que il n'est pas sûr que ça envoie le front ou que ça l'envoie lui. Bon, évidemment, ça pourrait pas... Imagine, ça enverrait le NFP. Le NFP, c'est comme une chambre ingouvernable, c'est-à-dire c'est de la bordélisation pour rien, face à un adversaire que tu veux pas tuer. Parce que lui, ce qu'il veut... Macron, il y a 2 possibilités. Soit l'État profond le rattrape, je serais très curieux de savoir ce que fait M. Colère en ce moment. Très, très curieux. Il lui dit, tu vas stopper. Parce qu'il faut sauver la machine. D'accord? Et donc, on va faire comme avant. Donc, 2 flotteurs, un flotteur central, on fait monter Le Pen, on l'écrase, on a gagné. Et toi, tu la fermes. Parce que tu leur vendras plus un caramel. Soit Emmanuel Macron fait une vraie stratégie de terre brûlée, ce qui expliquerait sa phrase bizarre sur 2032, rappelle-toi, vous ferez pas sans moi, qui est de dire je vais tout casser, le front va finir non pas par prendre le pouvoir, mais par le ramasser dans le caniveau, va se viander parce qu'ils n'ont pas les hommes, pas les équipes, pas la volonté et de souveraineté, rien, va se viander, et lui pourrait revenir. Je ne sais pas encore lequel des 2 scénarios arbitre parce que ça demanderait de voir l'état des forces au sein du château. Et la question clé, vu qu'il n'y est plus physiquement, c'est ce que Colère est en train mécaniquement de négocier. Parce que
le fait que M. Koller devienne banquier, je n'y crois pas 20 secondes. C'est une vieille stratégie giscardienne d'envoyer ses hommes dans les banques un peu avant l'élection pour pouvoir faire des négociations plus discrètes. Ça, si tu veux, c'est habituel. Donc, voilà, je pense qu'il y a 2 scénarios pour Emmanuel Macron. Soit il crame tout. Si c'est le cas, il est encore plus dingue que ce que j'imaginais. Soit il est géré. Il rentre dans le rang. Il rentre dans le rang, il est géré tranquillement. Donc, on lui a donné le candidat idéal à Matignon pour ça, qui est le Cornu. Et on lui dit, voilà, tu vas nous laisser faire campagne. Surtout que là, le système est objectivement faible, Charles. Le pacte de corruption n'existe plus, vu qu'il n'y a plus de grand ordonnateur. Pierre Berger n'est mort. Bon, ni Pinault ni Arnaud ne veulent unir le capitalisme français vers l'élection pour l'instant. En tout cas, nous n'avons aucune donnée sur une nouvelle monture du pacte de corruption. Nous n'avons aucune donnée. M. Pigasse parie sur M. Glucksmann, d'accord, ok. Mais M. Pigasse à lui seul n'y suffira pas. Quoi qu'il en pense par ailleurs. Pourquoi tu dis que Emmanuel Macron ne pourrait pas accéder à des fonctions supranationales au sein de l'Union européenne? Pourquoi lui, il le veut. Tu as dit qu'il n'était pas, il ne serait jamais coopté. Pourquoi? Il fait quand même le boulot. Je n'ai pas dit qu'il ne le serait jamais. J'ai dit que pour l'instant, il n'y a pas de fenêtre ouverte. Parce qu'il n'y a pas de poste ou parce que finalement, pour l'instant, il n'y a pas de poste, mais aussi ils n'en veulent pas. Pour quelle raison? Pour une raison qui est très simple. Emmanuel Macron est un paratonnerre mondialiste. Emmanuel Macron obéit à des ordres. Mais dès qu'il obéit, tu le remarqueras, il dit « Venez me chercher !» pour cacher les donneurs d'ordre. Il prend les coups. Il prend les coups parce que c'est la seule chose dans laquelle il croit. C'est-à-dire, il est sincèrement européiste. C'est la seule chose, d'ailleurs, dans laquelle il croit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus contraire à la France. Il y a une vraie haine de la France et des Français chez ce type-là. Mais une haine intellectualisée, ressentie, radioactive, systémique, primaire et secondaire. D'accord? Et il n'y a rien de plus contraire à la France que l'Europe. Donc il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que les donneurs d'ordre se disent, si on a ce crétin ici, vu déjà qu'il attire la Shkumun, il ne sera pas le premier dans les institutions européennes. Je te rappelle que les mecs ont Juncker quand même. Hein. Mais surtout, s'il monte à l'Europe avec le degré de haine que les Français lui portent, ça va être une pub vivante pour le Frexit. Or, je te rappelle que tout ce joli monde vit sur notre dos. Et que s'ils perdent la France, s'ils perdent la Lettonie, tout le monde s'en fout. S'ils perdent la France, ils perdent tout. Tout. Parce que je rappelle que le contribuable allemand, lui, il perd de l'argent, mais en même temps, il colonise l'Europe de l'Est. Donc, résultat, il a ce pourquoi il a tué 50 millions de gens au XXe siècle, plus que 50 millions, il l'a à pas cher. Le contribuable français, pour lui, c'est une perte nette. Donc, si ça s'arrête, tout le monde dévisse. Et la peur qu'ils ont, c'est qu'Emmanuel Macron, parce que tu ne peux pas l'empêcher de causer, de raconter des conneries, tu ne peux pas l'empêcher, tu sais, c'est ce que j'avais appelé chez lui le syndrome du cobra cracheur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de te mollarder dans la gueule. Tu vois, il a un problème de déglutition, tu vois. Il a des comptes à régler avec les Français. Et si tu veux, et malheureusement, tu vas finir par faire comprendre à ces gens, tu vas finir par faire comprendre à la grenouille qu'on est en train de la noyer, crétin. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de lui. Bien sûr, si tu veux, l'Allemagne n'a pas eu un aussi beau français de cour depuis Giscard. Donc évidemment qu'ils en sont contents. Que n'a-t-il pas fait pour complaire à Berlin? Mais la seule chose, c'est que la dissolution des peuples doit être une opération relativement discrète. Donc, et Macron, lui, il a tendance, quand il te fait les poches, il a tendance à te dire, au cas où tu ne l'aurais pas vu, je t'ai bien fait les poches. Lui, le problème, c'est que lui, le niquisme, il ne fait pas que le faire, il te le dit. Et ça, c'est très problématique. Parce que ça doit se faire dans... Comme disait Jean Gabin, le faux albin, monsieur, doit se faire dans le feutré. Eh bien, la fausse politique doit aussi se faire dans le feutré. De temps en temps, et le feutré, il ne sait pas faire. Alors, il aurait pu choisir d'autres premiers ministres. Il y avait des candidats, il y avait Darmanin, il y avait Retailleau, il y en avait d'autres. Pourquoi est-ce qu'il a choisi
Sébastien Lecornu. Alors, il avait deux choix. Soit de faire une stratégie pour amadouer la gauche, le centre-gauche et jusqu'à LFI et les écolos. Si c'est le cas, il avait en réalité qu'un seul candidat possible, c'était Xavier Bertrand. Et Xavier Bertrand a augmenté les prix de la passe pour la 3e fois, parce que c'est la 3e fois qu'il dit non à Macron. Quel était le prix cette fois-ci? Ah non, mais ça, si tu veux, c'est le seul truc que je sais pas et j'aimerais bien savoir. Parce que, premièrement, parce que je suis un petit curieux, hein, on ne se refait pas. Et deuxièmement, parce que c'est la 3e fois qu'un mec dit non à Macron. Et fait en sorte que ça se sache. Parce que là, tu as bien vu qu'il y a eu deux points de communication que Xavier Bertrand le même jour. Le premier, c'est le président a déjà choisi. Et le deuxième, c'est au fait, la présidentielle, comptez bien sur moi. Le même jour. Tout simplement parce que M. Bertrand a dû augmenter les prix de la passe pour la 3e fois. Hein. Je rappelle qu'il était pressenti pour succéder à Édouard Philippe. Il était pressenti entre Castex et Borne. Et là, il dit non pour le 3e coup. Alors pourquoi? Parce que lui, il peut amadouer toute la gauche. On serait très surpris de jusqu'où va, entre autres, à la fois l'influence de Xavier Bertrand via la fraternelle parlementaire. Je suis désolé de devoir le dire, mais c'est comme analyste que je le dis. J'en ai rien à foutre qu'il soit au Géo. Je m'en fous. Je dis juste que lui, il sait l'utiliser. Parce que Bertrand, c'est un négociateur de bruit de couloir. Il l'avait dit un jour, il a dit « je me prostituerai pour un plat de lentilles » et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que, tu sais, Sarkozy disait de lui, il est méchant parce qu'il a commencé dans la vente d'assurance au porte-à-porte et que ça rend méchant. Et pour que quelqu'un vous dise que Sarkozy a mauvais fond, croyez-le. Non, franchement dit. Or, là, vous parlez quand même à un spécialiste, quoi. C'est comme quand Louis Sarkozy vous dit les affaires à Menton, ça me fait pas peur. Oui, pour que des affaires fassent peur à un Sarkozy, il en faut plus que ça. Hein. Mais ça, c'était la stratégie si tu voulais parler à la gauche. Parce que je rappelle que en région Nord, même Madame Tondelier est très redevable à Monsieur Bertrand. Et il y en avait une autre stratégie qui était d'utiliser M. Lecornu à cause des dîners secrets qu'il fait avec le Front. Et Sébastien Lecornu peut tout à fait neutraliser le Front. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Ça pose un léger problème. Ça pose deux problèmes, en fait. Premièrement, ça affaiblit de facto Édouard Philippe. Je rappelle que Sébastien Lecornu est le numéro 2 d'Horizon. Et que je ne vois pas, sauf à être contredit, parce qu'il est possible qu'il y ait un retour vitaliste et viriliste gigantesque chez Édouard Philippe. Pourquoi pas? Mais je ne vois pas Édouard Philippe faire ce que j'appellerais une manœuvre chiracienne, c'est-à-dire se retourner contre le Premier ministre qu'il a contribué à créer. Chirac l'a fait, ça. Mais il faut être l'animal. Avec Balladur. Tout à fait. Mais il faut être l'animal qui était Chirac. Là, Édouard Philippe est quand même légèrement affaibli. Deuxièmement, il y en a deux que ça emmerde. Il manque d'hormones, il manque de testo. Ouais, là, il faut flinguer, en fait. Manque de testo, quoi. Il faut flinguer. Tu te rappelles de la vieille blague, j'espère qu'elle ne serait pas censurée par YouTube, mais tu sais qu'il y avait une blague au RPR là-dessus. Quelle est la différence quand Sarkozy te tue et Chirac te tue? Quand Sarkozy te tue, il te blesse, il te rate. Quand Chirac te tue, il assiste à tes funérailles et il essaye de sauter ta veuve. Donc, tu vois, ça, si tu veux, c'est Édouard Philippe, je suis pas certain. Ouais. Parce qu'il a les gènes de Juppé, et les gènes de Juppé, c'est quand même un animal à sang lent. Il y a un manque de volonté. Il y a un manque de volonté quand même. Hein. Donc, si tu veux, ça affaiblit Édouard Philippe, qui déjà patine. Alors que tous les flotteurs de la présidentielle sont déjà sur orbite, lui patine. Et ça emmerde légèrement le règlement de compte entre les deux flotteurs droits, centre droit et droit plus... un tout petit peu plus viriliste. Donc ça emmerde, messieurs, Darmanin et Retailleau. Parce qu'à un moment ou à un autre, les deux vont devoir quitter le gouvernement pour se lancer. Est-ce que Darmanin existe? Parce que Retailleau, il a quand même une surface. Ah mais Retailleau, il a une surface. Darmanin, oui, mais Darmanin y croit. Et le problème, c'est que Darmanin ne se rend pas compte que dans cette campagne, il va être l'équivalent de Manuel Valls, d'Elisabeth Borne, c'est-à-dire il va être ce qu'on appellerait les sous-rabatteurs auto-lancés. C'est-à-dire des gens qui pèsent 0,5 à 1% chacun,
mais tu vois, qui parle de la présidentielle juste pour avoir un poste ministériel. Même M. Cazeneuve s'est pris au jeu, en rappelant au monde que Cazeneuve existait, ce que le monde a déjà réoublié d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui se faisait appeler R2D2 pour que les gens se rappellent de lui. C'est-à-dire, je suis le petit droïde dans Star Wars. Mis à part que R2D2, là encore, est plus vif que Bernard Cazeneuve. Donc, on est sur des gens qui pèsent 0,5% chacun. Monsieur Retailleau, lui, est légèrement embêté parce que cette stratégie de centre droit fait que, si tu veux, tu vois, théoriquement, c'est lui qui devrait être l'homme de neutralisation du front. Tu vois. Donc là, on est un peu sur ses plates-bandes. Et surtout, il va devoir, vu son manque de résultats au ministère de l'Intérieur, il va devoir lourdement préparer sa sortie. Parce qu'à un moment, il doit faire campagne, Retailleau. Il doit faire campagne. Surtout avec parfois des clins d'œil négatifs. Tu vois, par exemple, que Edgar, enfin M. Vauquier, a signé la pétition Villiers. Ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un coup de pied de l'âne. Donc, tu vois, c'est pas sans poser de problème, le Cornu, mais au moins, ça neutralise le front. Ça permet de faire une campagne progressive pour rassurer l'électorat de centre-droit, évidemment en prenant pour cible la LFI, qui se laisse prendre pour cible par du gauchisme boutonneux, de diluer le front comme parti populiste en disant, vous voyez, finalement, ils sont comme nous, ce qui va avoir à un moment un effet délétère sur l'électorat, disons, énervé du front, et surtout, ça les englue. Parce que tout ce que le gouvernement fait, il le laisse faire. Donc ça va être compliqué, la campagne. Et puis, de toute façon, le Front a toujours mieux réussi des campagnes face à l'archéo-gauche anti-populaire et pro-immigré que face à la droite traître. Voilà. Donc, si tu veux, le système se prépare à l'affrontement. Il est, je te le dis, je suis relativement admiratif de la manière dont le système se prépare, alors qu'il n'a plus de points centraux. On n'est plus en 2017. Tu n'as plus les planificateurs de campagne. Je suis assez admiratif et je pense que quand même quelques cellules y travaillent. C'est pour ça que je serais très très surpris de l'agenda de M. Koller au moment où nous parlons. Parce que je pense que l'homme qui est en train de tisser ça, c'est lui. Est-ce qu'il peut y avoir Est-ce que le Cornu, qui a un profil très différent de François Bayrou, il est plutôt il est des Républicains. Il a un profil plus droitier. Il est plus droitier. Est-ce qu'il peut y avoir un infléchissement de la politique? Est-ce que par ses choix, par ses bonnes relations aussi, tu le rappelais avec certains membres du Rassemblement national, il a une chance de pouvoir durer quand même? Ou est-ce que finalement c'est 6 mois Alors, si tu veux, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la volonté du Front lui-même. Parce que, si tu veux, le Front veut être intégré, coûte que coûte. Si le Cornu leur donne le sentiment d'être intégré, il durera. Vu que l'autre stratégie, c'était Bertrand qui, lui, aurait intégré les autres. Comprends bien ce que fait Macron. Il utilise toujours, je suis désolé, c'est pas une marotte chez moi, c'est qu'il faut comprendre comment ces gens en pensent. Il utilise l'un des bouts de l'omelette juppéenne contre l'autre. Le Front contre LFI et LFI contre le Front. C'est comme ça que tu maintiens un grand gouvernement central. Donc là, ça va être le tour du front. Évidemment, sur le fond, ça ne changera rien, vu que c'est Bruxelles qui tient l'immigration. Donc, de toute façon, alors oui, vous allez dire qu'il y a trop de voiles sur les roues des vélos. Oui, on compense par l'islam ce qu'on n'obtiendra pas sur le nombre. Et comme à la fin, l'islam sera porté par le nombre, en fait, tu te fais l'agent de l'islamisation de ton pays, vu que l'islam n'est qu'une surinfection de la plaie migratoire. C'est tout. Mais bon, comme tu ne veux pas régler l'immigration parce que la souveraineté t'en veut pas, et que donc tu laisses à d'autres le soin d'ouvrir les portes et les fenêtres chez toi, à un moment, malheur aux vaincus. Donc, si tu veux, voilà, on va gentiment faire une politique de pseudo-droitard. On va dire que il faut sauver Boualem Sansal alors que tu fais rien pour le sauver, qu'il y a trop de mouquères, et puis voilà, c'est tout, point barre. On va donner des gages verbaux au front. On va dire que, quand même, nous entendons le message des Français. Et on va tenir 2 ans comme ça.
Oui, d'ailleurs, on voit, c'est la première mesure là, de supprimer les avantages des premiers ministres, des anciens premiers ministres. C'est vraiment de la manipulation de l'opinion publique, à pas cher, quoi. Mais bien sûr. Ensuite, le front va faire Et un ça marche pas moment. en plus, je crois. Hein. Non, bien sûr, ça, ce genre de truc, Ça marche plus. Les Français sont pas assez cons. Après, le front devra faire semblant de s'énerver un moment, parce qu'il faut faire vivre le mythe de l'opposition. Et c'est le seul cas où le cornu pourrait retomber, mais ça ne se fera pas tout de suite. Et je pense que ça se fera surtout si le procès en appel de janvier se passe mal. Tu vois ? Parce qu'il ne faut pas oublier que... Tu vois, pourquoi le Front voulait la dissolution ? Parce qu'il pensait pouvoir revenir sur l'inéligibilité de Marine à travers une manipulation du Conseil constitutionnel. Manipulation foireuse qu'un étudiant en première année de droit n'aurait pas validée. Oui. Donc, si tu veux, voilà, c'est comme ça. C'est pas reluisant, mais là, Emmanuel Macron fait sa stratégie de neutralisation d'un populisme. Pendant ce temps-là, il fait en sorte, comme nous l'avions prévu, rappelle-toi, de rattraper la part du NFP pour le prochain grand gouvernement central. Cette part est prête. Les outrances de M. Mélenchon y ont servi. Et bien maintenant, il ne reste plus, comme prévu, qu'à tuer le vieux. Ce qu'une part des décoloniaux, etc., vont se faire plaisir de faire pour ensuite devenir ceux qu'ils sont profondément, des collabeurs et des collaborettes. Alors, il y a deux personnages qui sont devenus centraux dans la vie politique française dont on n'a pas parlé. Le premier, c'est Gabi, Gabriel Attal. Bien sûr. On n'en a pas parlé, pourtant, lui, je dirais, est-ce qu'il est en train de disparaître ? Parce que c'est encore un jeune qui accède à la fonction. Quelque part, il est dilué, Gabi. Il est dilué parce que, au centre droit, bon, il y a le pot de fleurs d'Armanin, mais maintenant, il y a, si tu veux, il y a tout le spectre horizon. Il y a Édouard Philippe. C'est pas rien, hein, quand tu n'es que Gabriel Attal. Et Gabriel Attal peut te la jouer républicain centre-gauche, ou alors essayer de dévier par l'Ukraine ou par la politique étrangère, mais là, manque de peau. Il arrive sur les terres de M. Glucksmann. Tu vois, le problème de Gabriel Attal, c'est qu'il est entre le flotteur central et les flotteurs latéraux. Et là, il n'y a pas de place. Donc soit il devient un flotteur de côté, comme M. Ciotti, enfin comme aurait pu l'être M. Ciotti s'il n'était pas dans l'orbite du front, mais comme le sera M. Wauquiez, comme les Madame Borne. Donc là, le problème, c'est que ça veut dire que ça te renvoie à vraiment un destin de suiveur pour ce tour-là. Tu vois, c'est une guerre qui se renouvelle tout le temps, donc bon, très bien. Tu vois ? Et le brave Gabi, le problème, c'est que son seul discours, c'est « Make Macron great again ». Ok, c'est moi l'héritier. Mais l'héritier de quoi ? Sauf que papa n'en veut pas. Un, papa n'en veut pas. Et deux, alors il est vrai que l'infertilité des héritiers chez Emmanuel Macron, c'est un sujet qui nous mènerait trop loin. Mais le souci, c'est que s'il veut le logiciel En Marche historique Renaissance, c'est-à-dire la part résiduelle du macronisme originel, il y a trop d'appelés. Il y a trop d'appelés. Et là, Gabi va devoir évoluer vers l'un des deux flotteurs, c'est-à-dire, alors que là, je veux dire, sincèrement, qui peut le situer entre Édouard Philippe et il n'est pas du côté de Retailleau, tout le monde le sait. Donc il est dans le grand gouvernement central entre Philippe et Glucksmann, ou Jérôme Gage, etc. Enfin, ce que tu veux, c'est la même ligne en fait. Le problème, c'est que c'est très dur de se glisser dans les interstices. Pour l'instant, il n'en a pas les pouvoirs. Et il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas qu'on l'oublie, parce que lui, aujourd'hui, son but, c'est de passer au tour suivant. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il soit oublié pendant 5 ans. C'est long. Hein. Donc il doit faire de la mousse. C'est ce qu'il essaye de faire là. Englué dans le bas moussant, quoi. Tu sais, une époque, il y avait une boîte qui s'appelait les bains-douches pour ce type de choses. Hein. Alors, il y a un deuxième personnage central qui a fait sa rentrée politique aussi, c'est Louis Sarkozy. Il est apparu dans une vidéo qu'on peut retrouver sur le site de Paris Match ou sur YouTube, avec sa femme enceinte, faisant du MMA dans un club de sport, expliquant qu'il se lançait en politique. Qu'est-ce que tu as pensé de toutes ces images
C'est quoi le symptôme, en fait, docteur Rougeron? Le symptôme, c'est assez simple. Son père est en train de négocier pour inclure son fils dans la lignée de l'après-Retailleau. Ça, je veux dire, je ne le dis pas gratos. Louis Sarkozy, dans une réunion plus ou moins privée, a eu cette phrase. Maire de Menton, ministre de Retailleau, président. Ambitieux. Tout ça par ce qu'a fait Louis Sarkozy, ce que j'appellerais la promotion EHPAD, et papa a dit. Et son père, pendant ce temps-là, conseille le front, gère la carrière du fiston et en même temps l'allègement de son bracelet de cheville. Oui, parce qu'il a des petites chevilles, Sarkozy, donc il faut y retirer les poids. Quelle idée aussi d'y mettre un bracelet, hein. Fut-il Louis Vuitton. Mais monsieur, il veut être faiseur de roi pour le flotteur droit. Une fois que le caractère populaire et populiste du front aura été sur un scénario à la Gianfranco Fini, dilué. Simple. Et donc Louis Sarkozy vous rendra la place de l'assassin de droite nationale, c'est-à-dire il prendra la place de son père. Mais là, on est dans de la com politique quand même. On se souvient de Macron avec Brigitte sur la plage en maillot de bain, avec le nudiste qui passe. Ça pouvait marcher, ce genre de truc, mais est-ce que ça marche encore d'être avec sa femme, de parler alors, je vais te dire une chose, du prénom de son fils ou de sa fille? C'est très simple. Il essaye de faire exactement la même stratégie obsédante que son père. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que si son père est tellement haï aujourd'hui, c'est le contre-coup de ça. D'ailleurs, quand et ça mon camarade Rodolphe Carte, qui l'a très bien analysé dans De quoi Louis Sarkozy est-il le nom, quand tu tapes Louis Sarkozy quelque part, quel est le mot qui est immédiatement associé? Stop. Stop. Tu vois, le mec, le nain, Great Again. Stop. On va arrêter. Pure bulle médiatique. Je ne dis pas que ça ne marchera pas. Parce que, comme disait Salomon, la bêtise de l'électeur de droite est infinie. Mais je dis juste que là, ce n'est que reprendre toutes les ficelles de son père. Et il terminera aussi haï que son père pour les mêmes raisons. Mis à part que je pense que vu qu'il est particulièrement arrogant, ça arrivera encore plus vite que lui. Mais c'est pas grave, hein, il va te faire un Sarkozy-ton, rappelle-toi, comme Sarkozy l'avait fait, le fameux « j'ai changé », qui est l'équivalent Sarkozy du « en même temps ». Il te le fera, dès qu'il prendra une demi-porte dans le coin de la gueule. Donc pas tout de suite, vu que là il est dans une bulle protégée, mais quand il va sortir de l'ouate, il te dira « j'ai changé, j'ai beaucoup réfléchi sur moi-même, etc. » Ça va faire un très beau numéro de match qui sera acheté par les copains. C'est un peu une maladie de la politique française de voir tous ces petits trentenaires avec des destins qui s'imaginent sans finalement rien faire, sans avoir travaillé, sans avoir de passé, de vécu, d'épaisseur. On n'est que dans la com et finalement dans l'héritage dont tu parlais. Bien sûr. Mais là, si tu veux, la France, et mes amis de droite savent ce que j'en pense, la France, elle n'est pas malade de la République, elle est malade du parlementarisme. Là, tu vois, tu as les mœurs horribles de la 4e République devant toi. C'est-à-dire tout ce dont le gaullisme nous a protégés pendant des décennies. Le problème, c'est que c'est une morale d'homme fort, le gaullisme. C'est une morale d'homme fort. C'est une éthique de la hiérarchie par le combat. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont tu ne coupes pas leurs paroles. Il y a des gens, ils parlent, tu écoutes. Moi, je me rappelle ce que c'est, les vieux gaullistes. Parler, on fermait nos gueules. Tu as des exemples, un exemple à donner, par exemple? Si tu veux, que ce soit Jean Foyer et Pierre Messmer. Qu'est-ce que tu vas dire face à Pierre Messmer? Il a fait Bir Hakeim, il a fait la cathédrale de sable, il a rendu la France indépendante par l'énergie nucléaire. Il entre à l'Institut de France à 80 balais, il va multiplier les fonds de l'Institut de France pour la recherche par 13. Par 13. Et il va prendre sa retraite à quel âge? À 91 ans. Bah, quand ce mec-là parle, tu la fermes. Moi, si tu veux, ces mecs-là, moi j'étais en face du général Gallois. Face au général Gallois, père de la bombe atomique française, tu la fermes. Ces petits cons, d'un côté, je leur en veux pas. Ils ont connu qui? Ils ont connu qui? T'as envie de la fermer, toi, devant au maximum Jean-Louis Debré? Tu vois, qui n'a réussi
qu'à être l'ombre de fils de son père. Et encore, c'était pas le pire. Ils ont connu qui? Ah ouais, moi, je vous rendez compte, hein, j'ai connu Roger Carucci et Rachida Dati. Patrick Balkany. J'ai connu Patrick Balkany au mieux. Patrick Balkany au mieux. Tu vois? Ça me fait tellement mal. Mais j'en suis à regretter les Thénardier de Levallois. Au secours. J'en suis à regretter les Tibéri quand je regarde ça. Ouais. Je ne leur pardonnerai jamais ça. Ouais, c'est vrai que Or, le problème, c'est que, après, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, parce que je leur demande même pas de voyager, je leur demande de s'intéresser à la pensée d'autrui, je leur demande de parler. C'est pas difficile d'avoir un cosmopolitisme intellectuel sain aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller vivre 10 ans en Chine, tu essayes de les lire, tu essayes de leur parler. On a quand même inventé le fait de pouvoir se parler à distance, c'est déjà pas mal, tu vois. Alors que nous, notre logiciel historique, Capetto-gaullisme, si tu veux, tu vois, des Capétiens à De Gaulle, c'est un processus d'accumulation de puissance. Ouais. Donc nous, face à Poutine, on se comprend. Face à Modi, on se comprend. Face à Xi Jinping, on se comprend. C'est-à-dire, les mecs, ils en savent pas plus que toi et moi le matin. Mais quand on leur amène un sujet qu'ils ne connaissent pas, c'est que des hommes, ils ont que 2 pieds, donc ils peuvent mettre que 2 chaussures. On leur amène, je sais pas, les cryptos. Eh ben, ils ont un mec qui leur explique ce que c'est les cryptos et qui leur dit, voilà, si on veut que la crypto serve à la Chine, il faut faire ça. Et eux, ils prennent ça. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas le sujet de manière éthérée et masturbatoire. C'est comment c'est bon pour les miens. Tu vois, le gaullisme, c'est ça. C'est une accumulation de puissance pure. Donc ça fait des hommes forts, nécessairement. Non, mais là, la valeur partagée, c'est l'ambition personnelle et la recherche de l'orgasme. C'est jouir, en fait. Mais c'est sûr que ils s'aiment tellement qu'ils se baiseraient sur le trottoir s'ils arrivaient à se croiser. Hein. Donc il manque de souplesse, c'est dommage. Mais ça donnerait des oiseaux rares dans les rues. Mais vous vous rendez compte que vous allez, parce que vous avez une vision agressive des relations internationales, donc vous allez les chercher, ces mecs-là, qui eux pensent la puissance. Parce qu'eux, ils en ont rien à foutre, tu vois. Moi, je suis désolé de détruire les espoirs de journalistes du monde, mais Xi Jinping ne se lève pas le matin en réunissant son équipe, parce que lui, il a 1,3 milliard de gens à nourrir. Il ne se lève pas le matin en disant « Vite, faites-moi une fiche sur Sébastien Lecornu, c'est important. » J'y ai pensé cette nuit. Non mais, on n'a rien à foutre. C'est vous qui allez les chercher. Eh bien, ils vont vous rétamer. Ils vont vous rétamer. Et c'est comme ça que ça va se terminer. Parce que eux, ils ont le mental. Et le pire, c'est que pour l'instant, ils sont quand même relativement passifs. Parce qu'ils ont d'autres choses à foutre. Mais si tu vas leur mordre les mollets, eh ben, tu vas te prendre un coup de latte. Au nom de la sainte morale qui dit que la différence entre un teckel et un pitbull, c'est que quand les deux te pissent sur les pompes, le pitbull, tu le laisses finir. Pierre-Yves, merci pour cet entretien de rentrée. Merci Charles. Chers amis d'Omerta, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du Cercle Aristote et de vous procurer, en cette rentrée politique, les excellents ouvrages édités par Pierre-Yves et toute son équipe. À bientôt Pierre-Yves. À bientôt Charles. À bientôt les amis.